Bonjour, aujourd'hui on se penche sur des extraits d'un livre, Coup d'État planétaire, de Liliane Held-Kawam. L'ouvrage propose une lecture, disons, particulière des événements mondiaux, suggérant une sorte de prise de pouvoir par une élite financière. Tout ça basé sur des données économiques politiques. Oui, c'est ça. L'analyse qui est présentée dans ces textes, elle cherche à montrer, comment dire, une captation des richesses, une réorganisation globale. Notre objectif ici, c'est vraiment d'explorer les arguments, les mécanismes décrits, sans juger, hein, mais juste pour exposer clairement ce qui est avancé. Parfait. Alors, allons-y. Le point de départ, si je comprends bien, c'est la finance. L'auteur met ça en avant. Tout à fait. Le cœur de l'argumentation, au début, c'est l'idée qu'un tout petit nombre d'acteurs financiers, bon, elle cite des noms connus hein, comme BlackRock, Vanguard, ces gestionnaires d'actifs auraient accumulé un pouvoir démesuré. Et un des leviers principaux, selon elle, ce serait le contrôle de la création monétaire, qui est largement délégué aux banques commerciales via le crédit en fait. Ah oui, le système de crédit. Et elle emploie une expression particulière, double seigneuriage. C'est quoi exactement? Et un profit, un avantage comparable à celui qu'avait le roi, le seigneur, qui frappait la monnaie. D'où le terme seigneuriage, mais double, car il y aurait celui de la banque centrale et celui des banques commerciales. Selon l'analyse, ça permettrait d'accumuler énormément de richesses et de rendre État et citoyens dépendants par la dette généralisée. D'accord. Une puissance financière énorme donc. Mais comment ça se traduirait en pouvoir plus large sur la politique mondiale, d'après le livre? Alors l'analyse présente la mondialisation non pas comme quelque chose de spontané, mais plutôt comme un projet politique bien structuré. L'auteur parle d'une inspiration anglo-saxonne et le but serait de transformer le monde un peu sur le modèle d'une grande entreprise. Et ça passerait par l'affaiblissement progressif des fonctions clés de l'État. C'est-à-dire Quelles fonctions seraient visées? les fonctions qu'on appelle régaliennes, traditionnellement. Battre monnaie, on en a parlé. Décider de la guerre ou de la paix, là l'influence d'alliances comme l'OTAN est soulignée. Faire les lois, avec l'impact possible de grands traités commerciaux. Oui, comme le TTIP ou le CETA dont on a beaucoup entendu parler. Voilà, c'est ça. Des traités qui pourraient en fait limiter ce que les parlements nationaux peuvent décider. Et puis, rendre la justice, on voit l'émergence de tribunaux d'arbitrage privés pour les litiges entre investisseurs et États. C'est un peu en dehors des systèmes judiciaires classiques parfois. On sent bien la critique d'une perte de souveraineté là. Et il y a aussi cette mention de la nouvelle gestion publique, la NGP. Oui, la NGP, ou New Public Management en anglais. C'est présenté comme un outil majeur pour réformer l'État, justement sur ce modèle de l'entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut être la privatisation de services publics, les mettre en concurrence, créer des agences soi-disant indépendantes, comme les AAI en France, les autorités administratives indépendantes, ou alors utiliser beaucoup les partenariats publics-privés, les fameux PPP. D'accord. Donc l'idée défendue, ce serait moins le service public au sens traditionnel, et plus une logique d'efficacité, de rentabilité, avec un risque pour le contrôle démocratique, hein. C'est tout à fait l'argument qui est développé, ouais. L'auteur donne même un exemple assez frappant pour elle. C'est l'inscription de la mission de la Suisse auprès de l'UE au registre du commerce belge. Pour elle, c'est un symbole de cette corporatisation de l'État, si on peut dire. Ah oui, quand même. C'est une perspective intéressante. Et quels seraient les moyens, les outils utilisés pour accompagner ces changements, voire les faire accepter? L'ouvrage pointe vers l'utilisation, disons, stratégique de certains concepts, de certains récits. Par exemple, le développement durable. C'est présenté comme un concept qui pourrait être détourné pour faciliter la gestion des territoires, des populations, tout en étant promu par des entreprises qui sont parfois critiquées pour leur impact environnemental. L'exemple donné, c'est Unilever, sponsor de la COP23, mais aussi critiqué par rapport à l'huile de palme. D'accord. Une instrumentalisation possible, donc. C'est l'idée. Et pareil pour des récits historiques comme les 4 libertés de Roosevelt. Ils seraient mobilisés pour légitimer une vision du monde très axée sur le commerce, l'économie. Et la technologie, elle joue quel rôle là-dedans? Un rôle absolument crucial, selon l'analyse. D'abord, la collecte massive de données, via des systèmes de classification comme les NUTS en Europe, les indicateurs de l'agenda 2030 de l'ONU, mais aussi tous les projets de cyberadministration, la surveillance, et potentiellement l'usage de technologies comme la blockchain, vu comme un moyen de créer un système de contrôle global, transversal. Bon, si on suit cette analyse jusqu'au bout, quel serait le tableau final?
la conséquence de tout ça? Le résultat décrit, c'est une hyper-concentration du pouvoir. Pouvoir économique et financier, bien sûr. On parle des 500 plus grandes firmes mondiales, de possibles ententes, de cartels. Les géants du net, comme Google, Facebook, sont aussi mentionnés, évidemment. Et en parallèle, une dépossession. Les États perdraient leur pouvoir essentiel et les citoyens leur capacité d'influence réelle. Ce qui mènerait à une forme de gouvernance mondiale qui serait plus technocratique, gérée par des experts, que vraiment démocratique. L'analyse fait même un lien avec une vieille idée attribuée à Saint-Simon qui voulait substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses. En somme, si on résume, les extraits de coups d'État planétaires qu'on a regardés décrivent une transformation profonde, planifiée, où une élite financière utiliserait toute une panoplie d'outils économiques, politiques, technologiques pour remodeler le pouvoir mondial à son avantage. C'est une thèse forte, oui, construite sur les exemples et les mécanismes qu'on a parcourus. Et forcément, ça soulève des questions sur où vont nos sociétés et où se situe vraiment le pouvoir aujourd'hui à l'ère globale. Oui, tout à fait. Et pour laisser un peu matière à réflexion, cette idée tirait des sources justement. Si le but final, c'est de passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses, quelle place reste-t-il pour le citoyen, pour la volonté démocratique, dans ce système monde qui est décrit? Voilà, c'est sur cette question qu'on va clore notre discussion pour aujourd'hui.